Aujourd'hui, Science en Tourne s'intéresse au Soleil et plus particulièrement à son énergie. Nous sommes à Pau, à l'IPREM, où des chercheurs travaillent à de nouvelles méthodes de récupération de l'énergie solaire qui feront peut-être notre futur. J'ai le plaisir de vous présenter Roger Jorns et Christine Lartigot-Dagron, tous deux chimistes dans l'équipe physique et chimie des polymères, qui créent de nouveaux matériaux pour intégrer des cellules solaires innovantes. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nos besoins énergétiques sont très élevés. Ça risque quand même de doubler dans les 20 ans à venir, selon les valeurs utilisées pour l'accord COP21. Actuellement, on utilise beaucoup de pétrole et de gaz, mais on ne peut pas continuer de le faire parce que c'est néfaste pour la planète, à cause du CO2. Donc on cherche beaucoup pour d'autres ressources, notamment l'énergie photovoltaïque. Donc à l'heure actuelle, les panneaux solaires sont à base de silicium, donc produit qui provient du sable, mais qui nécessite des procédés coûteux pour être purifiés. Donc c'est malgré tout une technologie robuste, efficace, mais qui reste lourde et encombrante et difficile à intégrer dans les bâtiments. Bon. Et maintenant, nous avons d'autres technologies qui arrivent, notamment les panneaux faits à partir des plastiques, des matières organiques qui sont 100% recyclables. Ils ont les bénéfices d'être flexibles, faciles à poser, et ils peuvent venir en plusieurs couleurs. Ces objets peuvent être fixés sur les bâtiments très facilement et ils sont entièrement recyclables. Donc c'est une technologie vraiment de l'avenir. Je peux prévoir ce que je vais dire ce matin. Oui. Mais le reste... Je commence à avoir à ce moment-là. Non, ça va. Est-ce que le début était bien ou pas? Alors pourquoi est-ce que les matières plastiques peuvent servir à faire du photovoltaïque? Parce que finalement, dans la vie de tous les jours, vous connaissez les matières plastiques comme des isolants, ils ne sont pas utilisés pour conduire l'électricité. Et en fait, ça remonte à la fin des années 70, où des chercheurs ont découvert que selon certaines méthodes de synthèse, on pouvait obtenir des matières plastiques avec l'aspect d'un métal et qui ont des propriétés conductrices proches de celles d'un métal. Donc ça a ouvert beaucoup d'applications, comme pour les textiles chauffants, les diodes électroluminescentes, et maintenant, plus récemment, les panneaux solaires. Et d'ailleurs, cette découverte a permis à ces chercheurs d'avoir le prix Nobel de chimie en l'an 2000, ce qui a permis de continuer à faire vivre les recherches dans ces domaines-là et à montrer tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir. Donc ce que l'on recherche, ce sont des panneaux photovoltaïques efficaces, que ce soit par beau temps ou par mauvais temps. Et par exemple, les panneaux à base de silicium que vous connaissez ne sont pas bons lorsque le temps est nuageux. En tant que chimiste, on voit que le silicium est fait d'un seul type d'atome. Donc en fait, on ne peut pas le faire évoluer. Il est tel qu'il est et il n'y a pas de possibilité de changer ses propriétés. Par contre, dans les matières plastiques, donc faits à partir de matériaux organiques, qui eux sont faits de carbone, là il est possible de moduler, de varier à l'infini les structures possibles parce qu'on va assembler les atomes de carbone mais aussi d'autres types d'atomes. Et cette grande variété va nous permettre de choisir la molécule qui sera particulièrement intéressante pour capter la lumière du soleil. Ok, oui, je peux le faire en parlant direct. Ok. Bon, c'est simple pour vous, mais pour moi, c'est avec quelqu'un. Ouais, c'est beau la vie. Bon, ok. Bon, on y va. Non, je comprends. Je vais le faire pour toi. Je pense. Bon, je vais essayer maintenant de vous expliquer comment un panneau solaire fonctionne. Mais déjà, si on sait de quoi il s'agit, un panneau solaire organique, ça serait pas mal. En fait, on peut voir déjà qu'il y a deux types de plastique dans ce type de panneau. Il y en a un à l'extérieur, c'est un substrat flexible. En fait, c'est du PET, la même matière qu'on utilise pour les bouteilles. À l'intérieur, on a un deuxième plastique qui est bleu ici, transparent. Et ça, c'est vraiment le parti qui fait le travail. C'est celui-là qui capte les électrons et puis les transfère vers les électrodes. Les électrodes, il y en a deux sortes. Il y en a un devant qui est très transparent, on ne le voit pas. Et puis un deuxième, là on le voit, avec des petits reflets qui cherchent avec sa structure les charges qui sont créées à l'intérieur. Bon, ça c'est la structure. Maintenant, on va parler un petit peu de comment la cellule fonctionne. En fait, à l'intérieur, on a une couche de 200 nanomètres d'épaisseur et c'est un mélange de deux molécules. Un qui fait le travail d'absorber la lumière et l'autre qui
qui fonctionne en faisant transférer les charges vers les électrodes. Dans le premier cas, c'est super bien parce qu'on a un électron qui attend quelque chose, c'est de la lumière qui va arriver sur lui-même et puis lui il fait exciter sur un état plus énergétique. Ça arrive dans toute la vie. Les électrons autour de nous montent et puis tombent dans les états. Et ça fait chauffer les objets parce que ça fait vibrer les molécules. Mais dans ce cas-là, on a une deuxième molécule qui va capter ces électrons excités très rapidement et puis les faire transférer vers les électrodes. Forcément, quand il y a un électron qui sort, il y a un truc qui reste. Et lui aussi, il va passer vers l'autre électrode. Donc on a un plus et un moins. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors Roger, maintenant on va expliquer ce qu'est une matière plastique. Oui, en fait c'est une matière qui est faite à partir des polymères. Alors un polymère, en fait, c'est l'assemblage de petites molécules que l'on appelle des monomères. Et on peut prendre l'image de perles qu'on aurait dissociées, les monomères, et après on les assemble comme si on voulait faire un collier de perles. Donc au final, on a comme des spaghettis, et donc une macromolécule qui va avoir des propriétés particulières. Oui. Et pourquoi pas simplement utiliser des petites molécules? Il se trouve que les polymères, quand ils sont très longs, ils s'enchevêtrent comme du spaghetti pour faire une matière qui est à la fois légère, mais aussi mécaniquement flexible et fort. Voilà, c'est des polymères dans le plastique qui nous donnent des propriétés très utiles pour le photovoltaïque. Donc, rappelez-vous que dans cette cellule organique photovoltaïque, nous avons une fine couche bleue qui est en fait faite à partir d'un mélange de deux polymères. Donc les donneurs qui permettent de capter la lumière du soleil. Et puis des accepteurs qui piègent les électrons pour créer le courant. Alors les polymères donneurs, eux, sont constitués, on l'a vu, de monomères qui doivent être riches en électrons. Et typiquement, on dispose de briques de base, de deux types de briques de base, le benzène et le thiophène. Alors la particularité de ces molécules, c'est qu'elles vont avoir des propriétés différentes pour capter la lumière du soleil. Et en fonction de la gamme de photons que l'on souhaite capter du soleil, on va choisir plutôt l'une ou plutôt l'autre, ou alors combiner les deux. Alors si on n'assemble que du benzène, on va absorber plutôt les petites longueurs d'onde, donc ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Par contre, si on assemble que du thiophène, on va absorber des longueurs d'onde plus importantes, mais on va avoir certaines limitations. Donc on aura plutôt intérêt à essayer de combiner les deux types de structures de base et à imaginer des polymères beaucoup plus complexes pour pouvoir capter les photons sur une gamme beaucoup plus large. Parmi les accepteurs, une molécule qui est très intéressante, c'est le fullerène. Il a été découvert il y a presque 30 ans et cette molécule a la capacité d'absorber beaucoup d'électrons, en fait 6 électrons. Et il se trouve qu'il adore les électrons. Donc on utilise cette molécule beaucoup dans les panneaux solaires. Mais le fullerène n'est pas parfait. C'est comme un ballon de foot, donc il bouge un peu partout. Et aussi, il est peu soluble dans les solvants qu'on utilise pour faire les couches très fines. Donc on le met dans les polymères, dans les chaînes de polymères, avec des comonomères qui font que la matière ne bouge plus et aussi il devient soluble et donc facile à poser sur les panneaux. Et on adore faire ce chimie avec les fullerènes parce que c'est une molécule déjà très intéressante, c'est un bon accepteur d'électrons, mais avec ce que nous faisons des matériaux avec des qualités différentes. Ils peuvent changer de couleur, ils peuvent changer de façon d'absorber les électrons et même, pas aussi bon que les donneurs de Christine, mais on peut les persuader d'absorber un petit peu plus de lumière et puis ensuite participer dans les procédés photovoltaïques. Maintenant, il reste à savoir quel couple de polymères il faut associer. Donc trouver le bon polymère donneur à associer au polymère accepteur. Oui, effectivement, parce que ces deux polymères doivent bien se rentrer en contact pour assurer le transfert de charge vers les électrodes.
On a vu qu'il y a plusieurs types de polymères donneurs. Pendant des années, les chercheurs se sont principalement intéressés à des polymères à base de thiophène, donc les polythiophènes, mais qui vont présenter des propriétés électriques qui ne sont pas encore idéales. Donc à ce moment-là, il faut trouver de nouvelles structures. Donc on se base sur nos connaissances, nos compétences, notre expérience qu'on a pu acquérir auparavant. Mais il est aussi intéressant de pouvoir prédire ces propriétés par des calculs qui vont nous permettre de choisir les bonnes molécules pour faire les polymères donneurs que l'on va ensuite mettre dans les panneaux solaires organiques. Donc ordi, là, et sur le... Il faut pas que je parle comme ça. Va ranger ta chambre. Tu veux plus? C'est absolument plus ce que je dois dire. Donc je travaille en modélisation moléculaire avec les outils de l'informatique. Cette modélisation nous permet de représenter les molécules en 3 dimensions, avant même qu'elles existent, ou pour améliorer celles qui existent, pour savoir comment elles vont en réalité se comporter. Dans le photovoltaïque, ce que l'on cherche à savoir, c'est où sont les électrons et comment ils vont se déplacer au sein de la molécule. Cela fait appel, en général, à des notions de chimie quantique. Pour que le phénomène de transfert photoélectronique ultra rapide soit le plus efficace possible, il faut que la différence d'énergie entre le niveau sur lequel figure l'électron qui vient d'être excité par la lumière et le niveau d'énergie vers lequel va être transféré l'électron localisé sur la partie accepteur soit la plus petite possible. Il faut aussi, dans un second temps, qu'il y ait une proximité spatiale entre la partie donneur et accepteur de la molécule pour que ce transfert soit le plus efficace. Alors, pour représenter cette proximité spatiale, vous pouvez observer sur cette représentation en 3 dimensions de la molécule standard utilisée par les chimistes, comment ont été greffées la partie donneur des polythiophènes sur la partie accepteur de la molécule constituée par les fullerènes. Pour encore plus d'efficacité, on a imaginé une nouvelle conformation en remplaçant le fullerène sphérique par un graphène plan. Quand la partie acceptrice a collecté les électrons, il faut que ces électrons ensuite soient transférés vers l'électrode. Or, ce transfert d'électrons ne peut être efficace que s'il y a une bonne connexion entre les parties acceptrices. Dans le cas du fullerène, ces accepteurs sont des accepteurs sphériques, donc on sent que la connexion ne peut pas être efficace puisqu'elle ne se réalise qu'en un point. Sur un système plan, tel que le graphène que nous avons proposé, cette connexion est beaucoup plus efficace puisqu'elle se réalise non plus en un point, mais sur tout l'ensemble du plan. Donc si on imagine maintenant non plus 2 plans, mais un ensemble de plans, et cela va constituer donc un système colonnaire, les électrons seront donc parfaitement canalisés et orientés efficacement vers l'électrode, alors que s'il n'y avait pas ce système colonnaire, les électrons seraient perdus et redirigés dans le matériau. Le fait de mettre les fragments donneurs et les fragments accepteurs ensemble, malgré que maintenant ils ont une proximité géométrique assez courte, ça change complètement les hauteurs de marche, les hauteurs de différents niveaux énergétiques entre ces 2 fragments. Une manière de pallier à ces problèmes, c'est d'introduire des marches intermédiaires qui vont faire qu'on continue à avoir une proximité géométrique, mais qu'on ait aussi une proximité énergétique. Sur ces figures, ce qu'on voit en vert et en rouge, c'est exactement les électrons le plus externes à la molécule, ceux qui vont absorber la lumière. Donc, cette situation, c'est la situation avant l'absorption de lumière, quand les électrons se trouvent sur la partie, sur les fragments donneurs, et alors qu'après l'absorption de lumière, on le voit qu'ils se localisent maintenant différemment. Sur ces schémas, par exemple, on peut montrer, on peut visualiser que quand on n'a pas ces marches intermédiaires entre les molécules, entre les fragments accepteurs et les fragments donneurs, les électrons, à l'état excité, c'est-à-dire quand ils absorbent la lumière, ils se délocalisent, non ça c'est pas un bon mot, ils se retrouvent sur toute l'extension de la molécule, ce qui n'est pas intéressant. Quand on parle d'effet photovoltaïque, on parle de séparation des charges à partir de l'absorption de lumière. Donc, il est impératif que les charges, les électrons, qu'à l'état fondamental, avant l'absorption de lumière, se localisent sur le fragment donneur. Après l'absorption de lumière, il est impératif que ces charges se localisent sur le fragment accepteur. Donc, quand on insère exactement ces fragments qu'on appelle des espaceurs,
on voit qu'avec l'excitation lumineuse, maintenant il y a une séparation de charges qui est tout à fait efficace et plus importante que ce qu'on avait avant d'insérer ces fragments. Donc pour que la molécule soit idéale, il va falloir attacher les deux polythiophènes à la molécule de fullerène, mais en position opposée l'une à l'autre, c'est-à-dire une ici et une ici. Sur le fullerène, il y a 60 positions d'attachement possibles. Donc il n'est pas possible de laisser la chimie se dérouler sans la guider. Aussi, nous avons pensé que nous pouvions enfermer la molécule de fullerène dans deux bols moléculaires. Et puis vous pouvez voir sur cette image que si on ferme les deux bols ici, votre fullerène est complètement encapsulé, donc il est enfermé. Il est impossible de greffer quoi que ce soit sur cette molécule de fullerène, sauf si je la tourne. Et là, on voit apparaître ici deux positions, l'une opposée à l'autre, sur lesquelles les molécules de polythiophène vont pouvoir s'attacher. On obtient ainsi une seule molécule et non les 60 que l'on aurait obtenues si l'on n'avait pas enfermé la molécule dans les deux bols. On peut voir que finalement les deux bols ne sont pas connectés les uns aux autres, il y a quand même un petit espace. Et ça va nous servir sur une chose, c'est que si les bols étaient connectés, on ne pourrait plus les séparer. Tandis que là, ils sont très peu liés, donc on va pouvoir, à la fin de la synthèse, on les coupe, ils s'en vont. Et nos polythiophènes sont là. Dans le principe, tout ce que nous proposons aux expérimentateurs est optimisé d'un point de vue électronique, mais parfois, certaines de nos idées sont farfelues. Aussi, on est obligé de retourner voir les expérimentateurs pour leur proposer nos nouvelles molécules et savoir si elles sont synthétisables. Et ce qui fait l'objet d'aller-retour très souvent entre les expérimentateurs et les théoriciens jusqu'à obtenir la molécule parfaite, optimisée et synthétisable. Alors la modélisation nous a permis de savoir quel polymère pouvait être intéressant. Donc à partir de là, il faut imaginer le monomère qui va servir à faire le polymère et il faut que bien sûr cette molécule soit réalisable. Donc on va réfléchir à la façon dont on va fabriquer cette molécule et là on se rend compte que c'est comme si on était en cuisine et que si on avait un plat à préparer, on va avoir plusieurs recettes possibles et il faut voir quel procédé va être le plus adapté pour réaliser cette molécule, ce monomère. Donc on va être guidé par le fait qu'il ne faut pas dépasser un grand nombre d'étapes. En général, on dit qu'il faut 7 étapes pour qu'ensuite le procédé soit intéressant d'un point de vue industriel et que le coût associé, le coût financier en particulier, ne soit pas trop important. Et quand on fait les choix des monomères et des unités qu'on veut utiliser pour faire ces synthèses, ça sera guidé par les besoins pour fabriquer les cellules à la fin. Donc on va chercher certaines unités pour donner une solubilité, d'autres qui vont donner certaines couleurs, etc. Et c'est un choix qui est fait au fur et à mesure pendant les synthèses et l'expérience s'accumule pendant les années. Donc pour la synthèse d'un monomère, il faut, comme dans une recette de cuisine, définir les ingrédients, donc c'est-à-dire les molécules de départ, les réactifs, le solvant que l'on va utiliser, la température et le temps. Donc on se base sur des résultats précédents, sur là aussi encore une fois l'expérience que l'on peut avoir par ailleurs, et on fait des essais. Et quand une réaction est nouvelle, ce que l'on peut faire aussi, c'est faire un suivi de la réaction. Donc on effectue des prélèvements au cours du temps pour voir l'évolution du milieu réactionnel et savoir si la réaction se passe bien et si elle est terminée, pouvoir l'arrêter. Donc dans ce milieu réactionnel, lorsque l'on a arrêté la réaction, on a du polymère, mais on a aussi un résidu de monomère qu'il faut éliminer pour après pouvoir utiliser le matériau dans un panneau solaire. Donc il faut passer par une étape de purification, de façon à ne récupérer que le polymère et à pouvoir ensuite le caractériser et le tester plus tard dans les cellules solaires. La particularité de ces synthèses est qu'il faut travailler avec des réactifs de grande pureté, des solvants qui ne soient pas mis à l'air, parce que l'oxygène de l'air peut être néfaste au bon déroulement de la réaction. Donc au laboratoire, on dispose de différentes techniques de caractérisation, de spectroscopie ou de chromatographie. Donc en particulier, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire va nous permettre de vérifier la structure chimique du polymère obtenu. La chromatographie va nous permettre de définir ou d'avoir les masses molaires, parce que comme on fait des grosses molécules, il faut savoir quelle est la taille de ces molécules.
Et également, on va regarder par spectrométrie d'UV visible, par absorption, on va regarder les propriétés électroniques du polymère obtenu et ses niveaux énergétiques. Bon, on a vu comment les produits sont faits dans le laboratoire. C'est à une échelle très petite, peut-être que 20 mg qui sort. Ces produits vont partir dans l'industrie pour faire des tests. Et s'ils sont bien, si les efficacités sont bonnes, ils peuvent être produits en plus grande quantité, pas encore par les industriels, pour être incorporés dans les cellules à plus grande taille. Et là, on a un projet dans la région avec Patrick, où ils vont mettre ces cellules dans les bâtiments, avec les communautés là-bas. Le projet photovoltaïque organique fait suite à un appel à projet du ministère de l'Énergie et du Développement durable en novembre 2014. Nous avons été lauréats, la communauté des communes de Vic-Montanet avons été lauréats sur ce projet-là. C'est un gros projet sur lequel va être mis en place 30 structures. Sur ces 30 structures, ce seront du développement durable, mais aussi de l'économie d'énergie et la mise en place de 8 sites de panneaux photovoltaïques organiques. C'est donc 3,3 millions d'euros qui vont être alloués pour la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi l'implantation de panneaux photovoltaïques organiques. Ces 3 millions-là seront intégrés, directement réinjectés dans le circuit économique du territoire, dans la mesure où ce sont en fait 30 projets sur lesquels s'activeront les artisans locaux et qui mettront en place ces fameux panneaux photovoltaïques organiques. Par exemple, sur un site dans un petit village, il va y avoir une installation de panneaux photovoltaïques sur la façade d'une chapelle millénaire qui va montrer la possibilité d'installer ces fameux panneaux photovoltaïques organiques sans altération du patrimoine. Et en plus, étant donné qu'il y a un bosquet, nous allons montrer aussi que ces panneaux-là pourront produire de l'électricité même sans rayons solaires incidents. La finalité de ce projet panneaux photovoltaïques organiques pour la communauté des communes de Vic-Montanet est la création et l'installation d'une unité de fabrication de panneaux photovoltaïques avec un transfert de technologie pour pouvoir enfin créer des emplois sur le Montanerès, des emplois pour une énergie renouvelable, le soleil.